traditionnel rendez-vous du dévoilement de nos invités aux idées mêmes du monde. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de ce rendez-vous. Vous allez découvrir le plateau que cette année nous avons réuni. Et peut-être y en aura-t-il d'autres qui vont s'y rajouter, ou sans doute y en aura-t-il d'autres qui vont se rajouter, comme nous le faisons chaque année, histoire d'entretenir la flamme et le suspense. Alors vous savez bien quel est le caractère de cet événement. C'est un événement tout à fait original et même unique en France, par beaucoup d'aspects. D'abord parce qu'il s'intéresse aux idées. Il n'y a plus personne qui s'intéresse, ou enfin, il y a très peu d'événements qui s'intéressent aux idées, parce que ce qui gouverne, c'est le caractère médiatique, l'apparence, les débats, les affrontements, les polémiques. Et nous avons choisi exactement le contraire. Nous avons choisi que chacun des intervenants, chacun de nos invités, puisse partager avec ceux qui viendront les découvrir le meilleur de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont découvert dans la traversée récente ou ancienne de leur vie, de ce qu'ils ont rencontré comme personnalité, comme événement, comme recherche, comme œuvre, comme travail. Et donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est tout public. Tout le monde a sa place aux idées mêmes du monde, quel que soit son cursus, sa formation. Ici, tout le monde peut et doit venir parce que c'est le langage le plus direct et le plus simple qui est utilisé. Il n'y a pas comment dirais-je, de ce passeport pour intellectuel ou pour certaines formations. Il n'y a que du direct, du spontané et de l'abordable, même pour les problèmes les plus complexes qu'on puisse imaginer. Les chercheurs quand ils viennent, les médecins quand ils viennent, les historiens, les sociologues, tous sont invités à utiliser le langage le plus direct, le plus simple, qui fait la vie. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que c'est un événement gratuit à tous les sens du terme, parce que, évidemment, les participants qui viennent découvrir ces personnalités et leurs réflexions les entrées sont toutes gratuites, mais aussi parce que tout le monde est bénévole. Et c'est une caractéristique qui est devenue très originale dans le monde dans lequel nous vivons. Et j'en suis pour moi très fier, parce que je trouve que c'est une marque de générosité, que ce caractère bénévole de la participation, que l'on soit dans la salle ou sur la scène. Parce que, comme vous le savez, il m'est très souvent arrivé de le déplorer, le monde dans lequel nous vivons est un monde où l'argent joue un rôle de plus en plus important. Et ici, tout est bénévole. Donc, on assure le voyage, le déplacement. Pour ceux qui restent, on assure le logement, mais il n'y a jamais de rétribution. Et donc, cet acte de foi, qui est le titre même de cet événement, les idées mènent le monde, il est réalisé dans ce 5e événement. Puis il y a aussi le Salon du Livre, avec les libraires,
les éditeurs et les auteurs, de loin et de près. Et donc, c'est évidemment quelque chose d'infiniment précieux. Alors, le thème que nous avons choisi pour cette année, c'est « Demain, un autre monde ». Alors, c'est une des interrogations les plus brûlantes du temps, dont Philippe Lapousterne va vous dire un mot, parce que il se trouve que pendant très longtemps, l'humanité a cru deux choses. D'abord qu'elle était construite sur des piliers intangibles, solides, inébranlables, qui étaient les piliers de la tradition, de l'histoire et de la transmission. Cette première vérité est remise en question. Et la deuxième vérité, ou la deuxième affirmation qui est remise en question, c'est que pendant très longtemps, l'humanité a cru que le progrès était bienfaisant. Ça fait au moins 3 siècles, depuis le siècle des Lumières, 3 siècles ou 4 siècles depuis la Renaissance, grosso modo, qu'on a pensé, que l'humanité a pensé, en tout cas que l'humanité occidentale a pensé, qu'elle était en train de bâtir un monde toujours meilleur, que la science, que la technique lui permettrait d'accéder au paradis terrestre de son vivant. Vous vous souvenez de Voltaire, regrettera qui veut le bon vieux temps et le règne d'Orphée. Et il dit que c'est l'avenir qui compte. Or, cette question est aujourd'hui profondément remise en question. Et je dirais que sur les 10 dernières années, elle est remise en question plus profondément qu'elle ne l'a jamais été. Alors, Philippe va maintenant vous présenter à sa manière le thème de cette année, et puis après on va passer demain à notre monde, et puis après on va passer aux participants, aux invités. Bonjour. T'as un truc là? Oui. On voit que tu fais de la radio. J'ai commencé par ça. Je dis ça parce que normalement c'était mon métier. Limite dépassé maintenant. Bonjour. C'est mon premier métier. Ma première feuille de paie, c'est de l'ORTF. Oui. C'est dire que... Et moi aussi. Eh ben, voilà. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Alors. Toi qui criais famine. Non, je ne faisais pas le reste. Je faisais travailler d'autres. Oui, alors bonjour. Et bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que dit François Bayrou, évidemment, sur ce sujet. Juste un mot, c'est que le titre « Demain, notre monde », c'est un titre tellement vaste, global, que la difficulté, c'était de trouver entre 20 et 30 personnes qui puissent parler de l'essentiel du sujet. Parce qu'on voit bien que si on prenait secteur par secteur tout ce qui a bougé récemment et tout ce qui bougera dans les 10 ans qui viennent, on aurait pu faire 50, 100, 150 rencontres. C'est ça, c'était ça le problème. Tellement de choses qui bougent en ce moment que si on avait divisé ça secteur par secteur, c'était impossible de résumer ça en une fois. D'ailleurs, on se demande si c'est possible. Mais bon. Donc le problème pour nous était de trouver un nombre à peu près équivalent à celui des années précédentes, et tout en essayant de faire le tour de cette question innombrable. Donc nous avons choisi des gens, les critères étaient les suivants. Un, qu'ils aient un champ assez vaste de réponses, qui ne se limite pas à un seul secteur, c'est-à-dire des gens capables d'embrasser 2 ou 3 secteurs à la fois, dont la pensée était plus vaste que leur spécialité, j'allais dire. 2, des gens qui avaient vraiment envie de parler à d'autres. C'est-à-dire qu'il nous fallait absolument, pour cette édition-là, des gens qui aient l'amour de la transmission. C'est-à-dire, ou l'amour ou la nécessité, de devoir parler aux autres et d'expliquer où ils en sont dans leur domaine, de leur domaine de connaissance.
s'il n'y a pas cette condition-là, c'est très difficile pour quelqu'un d'intervenir sur un sujet comme ça, sauf à devenir un spécialiste dans des colloques internationaux, ce qui n'est pas du tout, évidemment, l'esprit des rencontres de Pau, puisque par définition, ça doit s'adresser à tout le monde. Donc il faut vraiment des gens capables de savoir profondément les choses au bout du sillon et d'être capable de les révéler à tout le monde dans des termes et des mots et des termes et, j'allais dire, des horizons qui soient possibles à tout le monde. Donc ça a été un choix assez difficile de réunir ces personnes. Il fallait ensuite qu'il y ait autant que possible, je dis autant que possible parce que quand on regarde la liste, on peut dire que la parité n'est pas tout à fait respectée. C'est pas faute d'avoir essayé. C'était un souci constant, on a vraiment essayé, et c'est vrai que les femmes se sont montrées plus indisponibles que les hommes dans cette affaire parce qu'elles ont des contraintes, ou je ne sais pas quelle autre raison, mais je peux vous garantir que les essais de parité ont été incessants, et que si les résultats n'est pas la parité intégrale dans le document que vous allez avoir, c'est pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas de notre faute. Voilà, je voulais simplement souligner que cette préoccupation-là avait été incessante et pas toujours couronnée de succès. Voilà ce que je voulais dire. Encore un mot. Oui, juste pour rajouter un mot à ce que disait Bayrou des temps qui changent, il y a une autre chose qui a changé, qui me frappe énormément, et qui probablement est beaucoup plus troublante qu'on ne le pense lorsqu'on le dit. Je veux dire par là que depuis l'histoire de l'humanité, ce sont toujours les parents qui apprenaient aux enfants ce qu'il fallait faire et comment il fallait se servir des outils dont ils disposaient. Et il se trouve que depuis 30 ans, contrairement, alors c'est pas une histoire de siècle, c'est pas une histoire de millénaire, c'est une histoire depuis l'homme de Cro-Magnon. Le rôle des parents était aux enfants d'apprendre le maniement des outils pour survivre. Et les enfants, à la fin de leur vie, rajoutaient quelque chose de meilleur à ce que les parents leur avaient enseigné. Or, il se trouve que depuis 20 ans, et particulièrement depuis 10 ans, les enfants apprennent à se servir des derniers outils beaucoup mieux que leurs parents. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'un détail, mais ça change profondément tout ce qui se passe dans les familles. Ça change absolument le rôle que les parents s'attribuaient traditionnellement. Et de devoir apprendre de ces enfants de 7-8 ans le maniement d'outils, c'est une chose fondamentalement déstabilisante. C'est-à-dire quelque chose qui est contre voilà, le rôle que chacun se donnait. C'est-à-dire que c'est un ébranlement psychologique. Alors, tout le monde va s'y habituer. Et même pour les enfants, c'est troublant. De dire à ses parents, mais attends, excuse-moi, mais je ne sais pas très bien le faire, je vais t'apprendre. Ils ont 6 ans, 7 ans. Et il s'agit d'outils dont les parents ont besoin, c'est pas un jouet. Hein, ce sont des choses de quotidien. Donc je crois que ça, en plus de ce que François Bayrou disait du progrès qui est mis en soupçon maintenant, sur le bien que ça donne, cet ébranlement général, plus l'ébranlement personnel, fait que la question, alors celle-là millénaire de quoi sera fait demain, est multipliée par 100 ou 1000 dans l'intérieur de chacun d'entre nous et dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il y a un double niveau. On se demande de quoi sera fait demain pour soi, pour la manière dont on va exister, et il y a un deuxième niveau qui est que va devenir la Terre, où nous vivons et l'ensemble de la société. Voilà. Et nous avons essayé de trouver des personnes qui puissent, par leur intelligence et leur volonté de dire à d'autres ce qu'ils savent, avec vraiment passion et scrupule, de traiter de tous ces sujets le plus largement possible et le plus profondément possible et le plus directement accessible à tous. Voilà le sens des efforts qui ont été les nôtres en tout cas. Bon. Alors maintenant on va passer au dévoilement des atouts. Alors
les deux premiers intervenants sont des homonymes. C'est classé par ordre alphabétique, vous verrez ça sur votre dossier. La première très grande question qui va être traitée, c'est qu'est-ce qui se passe historiquement à la surface de la planète? Quels sont les immenses mouvements qu'on va rencontrer? Et le premier de nos invités, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment on peut dire, a une connaissance encyclopédique des grands mouvements historiques au XIXe, au XXe et au XXIe siècle. C'est Alexandre Adler, qui vient de publier Le Temps des Apocalypses, qui vient ces jours-ci, cette semaine, Le Temps des Apocalypses, et qui est un connaisseur sans mesure de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Vous pouvez l'interroger sur le nom de tous les maréchaux soviétiques pendant la guerre de 40. Il les connaît tous par cœur. C'est quelqu'un qui mène une réflexion inquiète sur ces sujets. Le deuxième sujet que nous avons voulu traiter, il y aura plusieurs intervenants, c'est la question des femmes. Et nous avons invité Laure Adler. Alors Laure Adler et Alexandre Adler ne sont pas de la même famille, mais il demeure que tous les deux ont une réflexion très, très originale, et elle vient de publier Dictionnaire intime des femmes, quelqu'un qui a joué un grand rôle dans l'interrogation sur le féminisme et sur les femmes dans le siècle. Le troisième de nos intervenants, alors c'est quelqu'un de fasciné et de fascinant. Son interrogation, c'est la science et les technologies nouvelles au service de la médecine. Et c'est quelqu'un, vous allez voir, qui soutient des thèses révolutionnaires. Il s'appelle Laurent Alexandre. Il vient de publier La guerre des intelligences, intelligence artificielle contre intelligence humaine. Il a publié aussi cette année Les robots font-ils l'amour, ce qui vous ouvre des champs d'expérience, en tout cas de réflexion, de frustration. De frustration. Et donc, Laurent Alexandre est le plus grand spécialiste de, comment on peut dire ça, de l'humanité augmentée. Il prétend qu'on va vivre jusqu'à 250 ans très vite, et dont vous allez découvrir Laurent Alexandre, que je connais, enfin tous je les connais, nous les connaissons depuis longtemps. Quatrième personnalité et quatrième interrogation, l'interrogation écologiste, et notamment sur la mer, sur la biodiversité. Et c'est Isabelle Autissier, la présidente du World Wild Foundation, WWF, qui sera là. On avait essayé qu'elle vienne l'année précédente, elle nous avait promis de venir cette année, elle tient parole, donc Isabelle Autissier. Interrogation supplémentaire, ou interrogation qui s'articule avec toutes celles-là, l'interrogation économique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'humanité est en train de découvrir de l'évolution économique des temps? Et c'est Nicolas Varèse, qui, vous savez, est un très grand éditorialiste économique, qui sera là. Et puis on passe ensuite à la question artistique. Et c'est Laurent Bayle, on dirait ici, c'est B-A-Y-L-E, en tout cas moi je dirais, pour des raisons que je vous expliquerai quand vous aurez le temps, qui est le directeur général de la Cité de la Musique et le président de la Philharmonie de Paris, qui sera là. Ensuite, un philosophe qui s'interroge précisément sur cette question du développement de l'humanité ou de ce qu'il faut conserver de l'histoire de l'humanité. C'est François-Xavier Bellamy qui vient de faire la couverture du Figaro Magazine, comme certains d'entre vous ont pu remarquer, qui sera là.
Ensuite, très grand économiste, en écho avec ce que Bavrez va dire, je ne dis pas en désaccord parce qu'ils sont assez souvent d'accord, c'est Daniel Cohen, qui vient de publier un livre qui dit tout, qui s'appelle « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». Très grand économiste français actuel. C'est pas fini, hein. Ensuite, un Palois, qui est sur la liste de tous les prix, c'est David Diop, qui vient de publier un livre qui s'appelle Frères d'âme, qui est fascinant et lourd d'humanité et d'inquiétude sur elle-même. Il est sur la liste de tous les prix littéraires, David Diop. Ensuite, la question d'un monde tourné vers la jeunesse, vers le jeunisme, mise en question par Michel Drucker, qui est déjà venu une fois et qui reviendra une deuxième fois. Ensuite, grande personnalité, philosophe, psychanalyste, professeur au CNAM, c'est Cynthia Fleury, qui sera là et qu'on est très heureux de recevoir. Ensuite, une personnalité très marquante de l'actualité la plus récente de l'année ou des 2 années qui viennent de s'écouler. Personnalité qui était chercheur en mathématiques, très avancé, qui est ingénieur et qui s'est tourné vers la question de l'énergie. Donc on est là encore dans l'écologie, l'énergie, le durable, et qui est le fondateur du projet Blue Turn, et qui est l'auteur de Siècle bleu. C'est Jean-Pierre Goux. Je ne sais pas si on dit Goux ou Gou, lui dit sans doute Gou, mais moi, pour des raisons qui sont liées à l'histoire du département, je dis Goux. Très important, qui a réalisé je ne sais pas comment on peut dire un film. Un document superbe sur l'évolution de la planète, dans lequel il dit c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la Terre se regarde d'ailleurs. Et il fait un portrait de la Terre. Un selfie. Un selfie de la Terre qui est un truc fascinant. Ensuite, grande philosophe, Blanquine Kriegel, qui vient de publier, qui a publié il y a quelques années le Big Bang et après. Toujours sur la question de l'économie, François Langlais, c'est voilà. Il vient de publier Tant pis, nos enfants paieront, et cette année, tordez le cou aux idées reçues. Ensuite, un intellectuel et politique et diplomate africain qui s'appelle Henri Lopez, qui a publié cette année « Il est déjà demain », ce qui correspond absolument au titre de notre événement. S'agissant de la question des migrations, qui va être une des questions qui va dominer le siècle, un très grand géographe, professeur, non pas à l'Université de Lyon, comme c'est écrit, mais à l'École normale supérieure de Lyon, qui s'appelle Michel Musso, qui s'intéresse aux questions précisément de migration. Ensuite, sur la question des droits qui se créent ou qu'on crée autour du numérique. Un grand avocat et membre du Conseil national du comité consultatif d'éthique qui s'appelle Jean-Pierre Mignard, que vous connaissez. Et puis, je ne sais pas si on peut dire cerise sur le gâteau, en tout cas, top de chez top, un des papes de la pensée française
contemporaine du XXe et du XXIe siècle. Edgar Morin sera là. Et il vient de publier L'Esprit du temps, et puis Le temps est venu de changer de civilisation, qui répond exactement à la question. Et grand romancier, prix Goncourt dès ses débuts dans Yann Kefelec sera là. Et ce sera l'occasion d'évoquer pour nous des souvenirs que nous partageons et qui sont autour du monde de l'édition, très anciens. Voilà la première liste. Comme vous voyez, ce n'est pas une liste de second couteau, c'est une liste majeure dans le monde de la pensée et de l'édition contemporaine, choisie sur les critères extrêmement précis que Philippe Lapoussin a décrits, c'est-à-dire uniquement parmi des gens que lui et moi nous estimons, nous aimons, nous admirons, que nous avions envie d'entendre, de raconter, si j'ose dire, de rencontrer, si j'ose dire, de partager. Puisque ce choix-là est un choix de curiosité personnelle, autant que d'organisation d'un événement. Non, je voudrais dire un mot sur... c'est pas pour distinguer les uns des autres, mais je voulais juste dire quelques mots de 4 des personnes qui sont citées. D'abord, Edgar Morin, il a 94 ans. Il est petit par la taille, mais honnêtement, c'est un géant. C'est quelqu'un d'absolument lumineux. Et c'est pour ça qu'il est respecté. C'est la luminosité de ce qu'il dit. C'est donc une personne qui a décidé que pour bien penser, il fallait respecter la complexité des choses. Alors c'est complètement en contradiction avec ce qu'on voit tous les jours. C'est blanc ou noir, il a raison, il a tort. Répondez par oui ou par non. Voilà. Et le public demande que vous répondiez. Le public demande, veut savoir. Voilà. C'est quelqu'un qui refuse ça. Qui dit non, si on commence comme ça, on va tous mourir. Et rapidement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a, au début, assez anonymement, parce qu'Edgar Morin est reconnu depuis 15-20 ans, mais pendant longtemps, il était seul. Et donc il a dit non, il a toujours refusé que des gens caricaturent les choses qui se passent. Voilà. Et donc, voilà, je voulais souligner le caractère finalement original, tenace, volontaire, et sans l'ombre d'une facilité, et qui a toujours dit, contre tous les vents mauvais qu'il y avait contre ce qu'il pensait, non, on ne peut pas raisonner comme vous faites, on ne peut pas imaginer que le monde est blanc ou noir, arrêtez. Nous, chacun d'entre nous est blanc et noir tous les jours, à chaque heure de la journée. Donc si on ne comprend pas ça, on ne peut rien comprendre de ce qui se passe. Et, voilà. Et finalement, à 94 ans, on dit c'est un géant. Et je peux vous dire que pendant longtemps, Morin, il a eu du mal. Et maintenant, 35 universités le reçoivent comme un chef d'État, etc. Voilà. Je voulais simplement souligner le trajet de ce monsieur en rajoutant une chose, c'est qu'à 15 ans, il a soutenu les républicains espagnols, alors que c'était un pacifiste, et deuxièmement, en 1942, il était dans les rangs de la résistance. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand le vent est vraiment mauvais, sait choisir le camp qu'il faut rejoindre. Donc 1942, Edgar Morin était résistant. Voilà, je voulais simplement signaler pourquoi cet homme est plus intéressant que ses idées. C'est-à-dire qu'il les a portées, il les a fabriquées. Est encore plus intéressant. À la main, voilà. Cimetière Fleury, je me souviens d'une anecdote, je fais un grand débat à Arcachon avant, après Pau. Et j'estime beaucoup Cimetière Fleury, c'est quelqu'un dont on respecte la pensée, l'intelligence. Philosophe et psychanalyste. Et je l'ai invité à Arcachon à 16h. Le théâtre d'Arcachon fait 1000 places. 16h, il faisait un ciel absolument incroyable. Un soleil, tout le monde dehors en train de boire des pots. Je me suis dit, c'est catastrophique. Faire une rencontre dans le théâtre d'Arcachon
1000 places, avec tout le monde à la terrasse des bistrots. Il va y avoir 50 personnes. En catastrophe, je vais voir le directeur du théâtre, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire l'espace, est-ce qu'on peut mettre un rideau voilà, je ne veux pas que Cimetière Fleury soit devant 50 personnes, il est trop tard. Il était 2h30, désolé, on ne peut pas installer un truc. Tant pis. Et j'avais le cœur qui battait 120, c'est-à-dire je vais la chercher, on l'amène, 800 personnes. On a l'impression qu'elle n'est pas connue, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très connu. Et j'ai une petite anecdote aussi, il y a 2 ans et demi, elle a décidé que la philosophie c'était pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont à l'hôpital. Et elle a créé il y a 2 ans et demi une cellule où les philosophes vont gratuitement organiser dans les hôpitaux de toute la France, dans les CHU, des rencontres philosophiques dans les hôpitaux. Et elle dit, s'il y a un endroit où quelqu'un a besoin d'avoir le secours d'une pensée, c'est quand même l'hôpital. C'est anormal qu'il n'y ait pas du tout de philosophie. Alors, pour vous dire, ce qu'on disait tout à l'heure, ce ne sont pas simplement des pensées, ce sont des gens qui font des choses dont ils ne parleront pas. Mais je voulais simplement que vous le sachiez quand vous verrez Cimetière Fleury, voilà. Indépendamment de la justesse de sa pensée, de l'étendue de sa pensée, il y a aussi quelqu'un qui met les choses en œuvre à son niveau. Un mot sur Jean-Pierre Gou, pas connu, et il a fait, pourtant, donc là je vais plutôt parler d'un document qu'il a fait que de lui-même, mais là aussi, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu de document. Il y a 3 ans, il y a une réunion internationale, et il a projeté ce qu'il va projeter ici à Pau, puisque, comme le disait François Bayrou, c'est la première fois que les humains peuvent voir la Terre vue des satellites. Et donc c'est la première fois qu'ils peuvent voir l'endroit où ils vivent, en entier, puisqu'elle est éclairée par le soleil au moment où la photo est prise, et il a fait un document. Il y avait, je ne sais pas, 1 millier de personnes qui étaient là, et la moitié en pleurait en le voyant. Tellement, donc le document que nous allons voir, tellement c'est impressionnant de voir la Terre comme si on était à l'extérieur, et de se rendre compte aussi que c'était quasiment un miracle qu'on soit là, qu'elle soit là, et ce serait miraculeux que ça continue. Vous voyez, ce sont le genre d'images que personne n'oublie de sa vie. Tout le monde se souviendra du document que les gens vont voir à Pau. Et ça va probablement changer pas mal de choses, puisque nous sommes dans une ère de représentation, et que quand on voit les choses, on est beaucoup plus perméable, j'allais dire, que quand on en parle. Voilà ce que je voulais dire. Un mot encore, Henri Lopez, c'est parce qu'on voulait absolument que pour parler du monde de demain, il n'y ait pas simplement une vision occidentale, j'allais dire, vue de chez nous. Et on voulait absolument qu'il y ait quelqu'un d'un autre continent qui puisse en parler. Henri Lopez était Premier ministre du Congo, de la République du Congo, pendant 2 ans dans les années 70, et c'est quelqu'un qui pourra nous parler du monde tel qu'on le voit. Ambassadeur à Paris pendant 15 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui nous donnera une vision du futur vue d'ailleurs que nos latitudes. Et quelques surprises sont à venir si, du moins, la chance nous favorise.